Coucou la team, on se retrouve pour un TP à la maison, un dernier TP sur ce chapitre de thermo. On aura besoin d'un matériel assez sommaire, juste un thermomètre. Alors si vous avez cela, c'est bien parce qu'ils feront les acquisitions, et juste d'un thé. Au cours de cette expérience, on va mettre un point final à notre chapitre sur la thermo. Vous le savez, dans la team, on aime les belles histoires. Au cours de ce chapitre, eh bien, on est passé de la préhistoire jusqu'à l'ère contemporaine et la réglementation environnementale 2020, en passant par les révolutions industrielles. Sadi Carnot, son second principe de la thermo. Eh bien, on va, au cours de ce TP, répondre à tout un tas de problématiques en même temps. Au bout de combien de temps je peux déguster mon thé sans brûler les lèvres? L'ancêtre Cro-Magnon de Janine a combien de secondes avant de pouvoir jeter la pierre brûlante dans la casserole? Au bout de combien de temps, si j'arrête le chauffage, la température de mon habitat va passer en dessous de 18 degrés? Janine, t'as éteint le chauffage? Et puis, comme dans la team, on aime les très belles histoires, eh bien, devinez qui c'est qui va nous permettre de résoudre scientifiquement ces problématiques? Sir Isaac Newton. Et ouais, il n'a pas fait que de la méca. Mais avant d'aborder ces notions de courbe de refroidissement, il va falloir qu'on comprenne la notion de flux thermique. C'est pour ça qu'avant ce TP56, on vous a proposé l'activité C, on s'y penche dessus, on travaille dessus, et ensuite on fait le TP56. On est parti, on commence cette activité C qui va nous permettre de tout comprendre sur le flux thermique. Et le flux thermique, on en parle tout de suite. Bon, vous connaissez la notion de puissance. La puissance, c'est un débit d'énergie. Eh bien, le flux thermique, c'est une puissance, et c'est justement la puissance du transfert thermique. Donc, le flux thermique, noté phi, c'est la quantité de transfert thermique qui est échangée pendant une durée delta T. Eh bien, cette notion de flux thermique, elle est centrale et essentielle pour les problèmes de confort thermique, comme on va le voir de suite avec ce que l'on va appeler la loi d'Ohm thermique. Commençons par définir notre système thermodynamique. En confort thermique, le système thermo, c'est l'habitat, l'intérieur de votre maison. Et puis tout le reste, c'est-à-dire l'extérieur de la maison, c'est l'extérieur, au sens thermodynamique bien sûr. On va se placer dans un premier temps en régime stationnaire, c'est-à-dire que les températures, elles sont indépendantes du temps. Pour l'habitat, notre système, on va prendre par exemple une température à l'intérieur de la maison de 20 degrés et pourquoi pas à l'extérieur une température de 0 degré. Le flux thermique, il correspond donc à la puissance des pertes thermiques au travers de la paroi qui sépare l'habitat, notre système, de l'extérieur. Alors attention, ça c'est bien évidemment vrai en hiver. En été, c'est le contraire. Le flux thermique, il correspondra à un flux entrant qui va réchauffer l'intérieur de l'habitat. Eh bien, lorsqu'on est en régime stationnaire, la loi d'Ohm thermique nous dit que le flux thermique, il est égal à la différence de température entre extérieur et intérieur, la température du système, divisée par R. Et cette constante RTH, qui si on fait une analyse dimensionnelle, est en Kelvin par watt. C'est ce que l'on va appeler la résistance thermique de la paroi. Regardons cette équation. Plus la résistance thermique va être faible, plus le flux thermique sera grand et donc plus les pertes seront grandes. Une deuxième remarque au sujet de cette relation algébrique. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle loi d'Ohm thermique? Eh bien, vous connaissez la loi d'Ohm en électricité. U, la tension ou différence de potentiel, c'est la résistance fois l'intensité. L'intensité qui est un débit de charge, débit d'électrons. Eh bien, c'est l'analogue finalement en thermique de delta T, la différence de température entre intérieur et extérieur, fois la résistance thermique, fois phi, qui est le flux des pertes, le flux énergétique. Troisième remarque, au niveau du signe algébrique de cette relation. Regardez, on est en hiver par exemple, la température à l'extérieur est plus basse que la température à l'intérieur.
Le numérateur, il est négatif, donc le flux est négatif, ce qui correspond bien à une perte d'énergie interne du système. Ce qui nous amène peut-être à une quatrième remarque. S'il y a une perte d'énergie interne, eh bien la température du système, elle doit baisser. Alors comment est-ce que c'est cohérent avec un régime qui devrait être stationnaire? La réponse tout de suite, où on va illustrer le premier principe de la thermo. On a notre système au centre. Effectivement, s'il y a un transfert thermique qui est perdu, Q perte, eh bien l'application du premier principe nous dit que Q perte est négatif, delta U c'est associé à une baisse d'énergie interne, donc une baisse de température. Oui, mais si en même temps que l'on perd du transfert thermique au travers des murs, on allume simplement notre chauffage, eh bien on va avoir un transfert thermique qui va être reçu par notre système. On va le noter Q chauffage. Et donc pour qu'il n'y ait pas de variation de température, il faut que delta U, la variation d'énergie interne, soit nulle. Ce qui nous dit algébriquement que Q perte plus Q chauffage, si on applique le premier principe, doit être nul. Donc finalement, résumons ce que permet de déduire le premier principe de la thermo. Si on a le Q chauffage qui est égal à moins Q perte, bien le chauffage compense les pertes thermiques. On est donc en régime stationnaire. Rentrons maintenant un petit peu plus dans le détail de la résistance thermique. On a parlé de résistance thermique, elle est en Kelvin par watt. Oui, mais si on regarde les préconisations par exemple qui étaient données dans la RT 2012, on voit que les préconisations en termes de résistance thermique sont données en mètres carrés Kelvin par watt. Et bien ça, c'est ce que l'on appelle une résistance thermique surfacique. C'est la résistance pour 1 mètre carré de paroi. Si on fait l'analyse dimensionnelle, on peut facilement établir la relation algébrique entre résistance thermique et résistance thermique surfacique. Le grand RTH, la résistance thermique, c'est le petit RTH, la résistance thermique surfacique, divisé par la surface de la paroi. Mais ça, c'est logique. Parce que plus la surface de la paroi va être grande et plus la résistance thermique de cette paroi va être petite. Et c'est logique, c'est bien cohérent avec le fait que plus la surface est grande, plus il y a des pertes. Maintenant que l'on a mis tout ça à plat, eh bien passons à la correction de l'exercice qu'on vous avait demandé sur le calcul du coût du chauffage de votre chambre. On n'a pas été sympa avec vous, c'est pas un calcul très facile. Pourquoi? Parce que c'est une tâche complexe et que vous deviez fixer des valeurs. Allez, on fait le point sur comment est-ce qu'on va mettre en œuvre tout ça. Et en plus, on vous donne une méthode sur comment réaliser ce genre d'exercice un petit peu plus compliqué que les autres. On va commencer par une formule algébrique, celle des pertes, c'est la loi d'Ohm thermique, delta T sur la résistance thermique. Ensuite, on a dit, grâce au premier principe, que le flux du chauffage, il est égal à l'opposé du flux des pertes, ce qui nous permet de calculer le flux du chauffage, T système moins T extérieur sur la résistance thermique. Et bien là, il faut qu'on fixe des valeurs pour les températures. Alors on n'est pas obligé de les mettre en Kelvin, puisque c'est une différence de température. On va choisir, et on le pose, on l'écrit, on entoure, une température de 20 degrés pour l'intérieur de l'habitat, 0 degré dehors. Bien sûr, pour le choix des valeurs, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a que des choix cohérents ou pas cohérents. 20 degrés dedans, 0 degré à l'extérieur, ben oui, c'est cohérent, tout comme 22 degrés dedans et 7 degrés à l'extérieur. Avançons un petit peu dans notre réflexion. Pour faire le calcul du flux thermique du chauffage, il faut bien entendu qu'on ait la résistance thermique. Or, on vous donne des résistances thermiques surfaciques. Donc, on applique la formule petit RTH sur la surface. On ne vous donnait pas de valeur de la surface du mur de votre chambre qui est en contact avec l'extérieur, puisque c'est là où le flux thermique va passer. On peut la fixer. Allez, disons 10 mètres carrés pour prendre des chiffres simples. Une fois qu'on a le flux thermique, eh bien on peut calculer la dépense énergétique
en kilowattheure, puisque c'est en général comme ça que EDF facture. Il faut faire attention, il faudra mettre le flux thermique en kilowatts et la durée en heure pour avoir une énergie en kilowattheure. Là, au niveau des données, on ne vous donnait pas le choix puisqu'on vous demandait sur une journée, donc delta T 24 heures. Et puis une fois qu'on a la dépense énergétique en kilowattheure, si l'on connaît le prix du kilowattheure, on peut aisément calculer le coût. Une recherche rapide sur Internet, on peut dire 15 centimes du kilowattheure, et finalement, là, je crois qu'on a toutes nos données pour faire le calcul. Donc voilà, ça c'est notre conseil méthodo pour réaliser ce genre de tâches complexes. Écrivez toutes les relations algébriques sur une feuille de brouillon. Écrivez, entourez toutes les valeurs numériques. Et ensuite, il y a juste à décider du sens dans lequel on fait le calcul. Et puis ouais, une fois qu'on a fait ça, on comprend que c'est une tâche complexe, effectivement. Allez, on résume. Le point de départ, c'est le calcul de la résistance thermique. Avec cette résistance thermique, on applique la loi d'Ohm thermique. On en déduit le flux du chauffage qui nous permet de calculer la dépense énergétique. Et avec la dépense énergétique, on a le coût. C'est parti pour les calculs. Prenez le temps de faire ces calculs vous-même, je vous donne juste les résultats. Pour une chambre non isolée, on avait fixé une résistance thermique surfacique à 0,3 et on calcule un coût de 2,40 €. Pour une chambre préconisation RT 2012 à Castelnaudary, on peut fixer un R à 4, ça nous divise le coût par plus de 18 centimes pour ce second calcul. Allez, dans la deuxième partie de cette activité, on s'est intéressé au choix d'un isolant pour satisfaire aux normes environnementales RE 2020. Et surtout, ça va nous permettre d'introduire une relation algébrique entre la résistance thermique et l'épaisseur de l'isolant. Le RTH, c'est l'épaisseur sur un coefficient qu'on va appeler lambda. Alors je tiens à le préciser, cette formule petit r égale E sur lambda. Cette formule, elle n'est pas exigible pour le bac. On vous la fournira tout le temps. Mais pour bien l'appliquer, j'estime qu'il faut bien la comprendre. C'est pour ça qu'on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette formule. Dans les documents, on vous parlait d'un isolant Isover 40 avec une fiche fabricant où on vous donnait les résistances thermiques en fonction de l'épaisseur de l'isolant que l'on choisit. Attention à noter, c'est un petit R, c'est une résistance thermique surfacique. En général, les fabricants le notent avec un grand R, mais regardez les unités, mètre carré, Kelvin par watt, c'est bien une résistance surfacique. Là, je crois que vous en doutez, c'est comme d'hab, on sort la calculatrice graphique ou un tableur, on va tracer ça, la résistance, en fonction de l'épaisseur. On en entend beaucoup parler en ce moment à la télé du testé, tracé, isolé. Bon, nous on va dire tracé, modélisé, algébrisé. Feu, c'est parti, on sort les calculettes, les tableurs et on s'y met. Vous êtes des grands scientifiques maintenant, j'espère que vous avez fait attention à passer l'épaisseur en mètres. Et oui, pour avoir une relation algébrique en unité SI, il valait mieux utiliser le mètre. Si vous avez fait ça, vous trouvez R égale 25,4 fois l'épaisseur. Sinon, le coefficient du recteur, vous trouvez 1000 fois moins. Et puis, surtout, on vous demande de vérifier qu'on a une formule R égale E sur lambda, où R, c'est 1 sur lambda fois E. Ce 25,4, c'est notre 1 sur lambda. Si on prend l'inverse de 25,4, on trouve 0,039. Deux remarques au niveau de cette relation algébrique, une un petit peu triviale, plus l'épaisseur E est grande, et forcément plus la résistance thermique de l'isolant, elle est importante, plus ça abaissera le flux thermique. Passons maintenant à l'analyse de ce coefficient lambda. C'est ce qu'on appellera la conductivité thermique. Plus cette conductivité, elle est faible, et plus on aura une forte résistance thermique. Et puis si vous êtes un petit peu malin, et je sais que vous l'êtes, sur le Isover 40, le 40 ça correspond à la valeur de la conductivité, 0,040. On en déduit donc que le Isover 30, il a un lambda
de 0,030. Il est donc plus performant parce que son lambda est petit. Il est même nettement plus performant parce qu'entre 30 et 40, il y a un rapport de 3 quarts. Le ISO vers 30 sera donc 25% plus performant que le 40. On en a fini avec cette première partie d'activité qui nous a permis de comprendre plein de choses sur la notion de flux thermique. On va maintenant passer au TP56. Je me suis préparé un petit thé. C'est chaud. Et oui, je crois que vous l'avez compris, ce que l'on va étudier au cours de ce TP, c'est la courbe de refroidissement de la température de mon système en fonction du temps. Ok, c'est parti pour lancer l'expérience. Alors, juste une petite préconisation pour notre expérience et pour avoir un refroidissement homogène, il faut, dans la mesure du possible, éviter qu'il y ait un contact privilégié. Par exemple, là, le contact, même si c'est sur du bois, on aura en réalité un pont thermique. Donc, on va essayer de le surélever, notre système, au maximum, que ça touche le moins de choses possible. Idéalement, au labo, on aurait utilisé une potence, c'était top. Mais là, c'est pas possible. On va se chercher de l'eau chaude directement à la source. Ensuite, on va mettre le thermomètre. Autre préconisation sur le thermomètre, attendre que la température initiale soit un petit peu stabilisée. Hop, c'est parti. On va lancer cette expérience. Je surélève pour éviter au maximum des pontages thermiques en priant pour pas que ça tombe. Et on va lancer notre expérience. Donc, comme on le voit ici sur ce thermomètre, voilà, ça n'a pas fini de monter, mais c'est en train de se stabiliser. Donc du coup, en appuyant sur menu, la petite chose magique avec ces thermomètres, c'est qu'il va réaliser l'acquisition tout seul. Donc je sélectionne ici la durée et on va pouvoir mettre une bonne heure. Une bonne heure ou 50 minutes, ce qui nous fait un intervalle de temps entre chaque mesure de 30 secondes. Ok, je valide. On vient ici pour lancer l'acquisition. Il y a un petit play ici, je clique dessus. Nouvelle acquisition, oui. Et c'est parti. Ok, on a 82,6 degrés. Un premier point d'acquisition. Et puis ça va se faire. On peut les retrouver. Si on veut tracer nous-mêmes, on va dans Affichage, Tableau. Et on aura tous les points d'acquisition sur une heure. Je refais menu, affichage, le graphique. Et puis, j'ai envie de vous dire, rendez-vous dans une heure. Je vais aller me faire un petit café. Bon voilà, l'expérience est terminée. Ça fait maintenant 50 minutes qu'on a démarré. J'ai bu à peu près une dizaine de cafés. Et voyons un petit peu les résultats, la température en fonction du temps, la courbe de refroidissement que l'on obtient. Très très jolie courbe, merci. Mais surtout, cette courbe, elle nous fait penser à quelque chose. Et ouais, vous la connaissez et en plus vous l'aimez. C'est une exponentielle, ouais. Et qui dit exponentielle dit équadif. Allez, feu. C'est jolie courbe, elle vous fait penser à un truc, non, cette courbe? Oui. Échec. Une autre manière de faire l'expérience maintenant pour avoir un refroidissement plus rapide, ça serait de le mettre directement en contact ma source chaude dans de l'eau froide. Effectivement, par contre, on a déjà parlé de l'importance d'avoir un thermostat pour ma source froide, une température constante. Une technique généralement utilisée, c'est de préparer un mélange eau-glace. Puisqu'on sait que tant qu'il y a coexistence de l'eau et de la glace, on est à la température de 0 degré. C'est parti, on recommence l'expérience.
Ok, ma source chaude, elle est là, on a la sonde de température dedans, on attend que la température sur le thermomètre se stabilise, voire redescende un petit peu. La source froide, elle est là, et puis du coup, on va lancer une acquisition comme tout à l'heure, temporelle. Cette fois-ci, on règle à 6 minutes, puisque ça sera beaucoup plus rapide. On va faire OK. Et puis, lancer ici directement une nouvelle acquisition en effaçant l'autre feu. C'est parti et on plonge la source froide au contact de mon thermostat. Et puis là, on va surveiller qu'on a toujours de l'eau et de la glace, homogénéiser le milieu. Allez, on se retrouve quelques minutes après. J'ai pas cessé d'homogénéiser pour avoir une température du thermostat qui est constante à 0 degré. On voit qu'on est passé d'une soixantaine de degrés pour ma source, mon système. Et du coup, là, on se rapproche de plus en plus de 0. On est aux alentours de 4 degrés pour l'instant. Et ce que l'on peut observer, c'est encore une fois, ça y est, mon expérience est foutue, c'est encore une fois une belle décroissance exponentielle. Voilà, j'ai récupéré les données de température en fonction du temps dans le thermomètre, les ai copiées dans le tableur et voilà la courbe que l'on obtient de refroidissement de la température TTA en fonction du temps. Bon, et bien finalement, si on est un petit peu malin, on peut établir cette équation rapidement et sans forcément passer par les équations différentielles. Analysons notre courbe de refroidissement qui est une exponentielle décroissante. On part ici de la température initiale du système que l'on va noter θ0. Et ensuite, le système va évoluer jusqu'à une température limite qui est forcément celle de l'extérieur. Donc ici, la température limite correspond à θx. Bien sûr, on est sur une exponentielle décroissante avec un temps caractéristique. Et donc, comme d'habitude, le temps caractéristique correspond à une baisse de 63%, ce qui veut dire qu'il restera plus que 37% au-dessus de la température extérieure et ce temps-là correspond au temps caractéristique noté tôt. Allez, mettons tout ça en équation. On a donc la température θ de t qui est égale à une exponentielle du temps décroissante exponentielle moins t sur taux. Voilà. Eh bien, l'amplitude de cette exponentielle, elle va de θ0 à θx. Donc, il y aura un facteur devant, θ0, la température initiale, moins θ extérieur. Et ensuite, on n'arrive pas, la température limite, eh bien, elle ne correspond pas à 0 degré, elle correspond à la température de l'extérieur, θx. Voilà comment on peut retrouver l'équation de refroidissement, ici par une analyse purement graphique. On aura θ de t qui est égal à θ0 moins θx fois exponentielle moins t sur taux, plus la température de l'extérieur, θx. Passons à la partie algébrique de notre expérience. On l'a vu, la courbe de refroidissement de mon système, c'est une exponentielle décroissante. À la manière de Newton, on va essayer d'instaurer, de mettre en place une loi qui permette d'expliquer cette décroissance exponentielle. Du coup, on est dans ce qu'on appelle en science une approche phénoménologique. La loi qu'a proposée Newton pour expliquer cette exponentielle décroissante, en fait, elle n'est pas issue d'un cadre théorique supérieur,
Elle est juste mise en place pour essayer très localement d'expliquer ce que l'on observe. C'est ce qu'on appelle une approche phénoménologique. Pour comprendre comment est-ce qu'on va mettre tout ça en équation, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie système qu'on va décrire. Et puis, il y a la partie échange entre le système et l'extérieur. On explique tout ça avec les mains et ensuite on met en équation. Commençons par expliquer la partie sur les échanges. Et c'est là où intervient la loi phénoménologique proposée par Newton. Le flux thermique, phi, il est égal à un coefficient de transfert thermique, H, fois la surface du transfert. On se doute que plus la surface du transfert est grande et plus le transfert va se faire de manière importante, fois la différence de température entre l'extérieur et notre système, T. Et bien entendu, comme c'est une courbe de refroidissement, eh bien, la température va dépendre du système, va dépendre du temps. Le flux thermique va donc dépendre du temps petit t. Ici, la température extérieure, eh bien, on va la considérer comme constante. La température de notre extérieur, c'est ce que l'on va appeler un thermostat. Petite analyse de cette loi phénoménologique. Eh bien, finalement, ici, au départ, initialement, la température du système, elle était de 80 degrés. Et ici, pour l'extérieur, on va considérer qu'on était à peu près à 20 degrés. Donc, 20 moins 80, ça nous donne un flux thermique qui est négatif. Ce qui est bien cohérent avec une perte de transfert thermique. Et puis, 20 moins 80, finalement, ce terme-là, il est grand. On a un flux thermique sortant et un flux thermique qui est fort. Plus tard dans l'expérience, par exemple, on a toujours le thermostat, l'extérieur qui est à 20 degrés, mais un petit peu plus tard, on a bien refroidi, on est à 30 degrés. Dans ce cas-là, 20 moins 30, c'est beaucoup plus faible que précédemment. C'est toujours négatif. On a donc un transfert thermique qui est toujours sortant, et puisque négatif, mais cette fois-ci qui est faible. Et puis lorsqu'on atteint la température limite, eh bien le thermostat il est toujours à 20 degrés, le système a atteint la température du thermostat, la température de l'extérieur, 20 moins 20, ça nous fait 0. Le flux thermique, il est donc nul, il n'y a plus d'évolution de la température. Newton nous a expliqué comment le flux thermique était influencé par la température du système. Mais à contrario, la température du système va être influencée par le flux thermique. C'est là où on commence à arriver les quadifs. Mais mettons tout ça en équation, on part du premier principe, la variation d'énergie interne du système. Eh bien, c'est le travail échangé plus le transfert thermique échangé. Bien sûr, le travail dans notre cas, il est nul. On a la variation d'énergie interne qui est égale au transfert thermique. Mais comme on est de manière dépendante du temps, comme on considère par rapport au temps, le flux thermique, c'est le transfert thermique pendant une durée delta t. On aura donc ce transfert thermique qui est égal à la variation d'énergie interne en une durée delta t. Bien sûr, ces variations, elles ne sont pas constantes. Voilà pourquoi, eh bien, on va du coup utiliser une définition avec des dérivés. Le flux thermique, c'est la dérivée de l'énergie interne par rapport au temps. Bien sûr, le flux thermique, on le voit, ça du coup, ça influence l'énergie interne, ça va donc influencer la température. On sait que
pour le système, sa variation d'énergie interne, elle est liée à la variation de température au travers de la relation mc delta grand T, la température. Et donc du coup, le flux thermique, eh bien, ça va être mc, variation de température en une durée delta T. Comme nous, ici, tout ça évolue au cours du temps, on utilise une définition avec des dérivés. Le flux, c'est m fois c fois la dérivée de la température par rapport au temps. Allez, rassemblons les deux parties de l'équation. Côté système, le flux, c'est mc, la dérivée de la température par rapport au temps. Côté échange, c'est Newton qui nous le dit, c'est hs fois la différence de température, ça c'est le flux. Donc les deux sont égaux. Et on voit maintenant l'équation différentielle qui va apparaître. On a ici mc d de t sur dt qui est égal à hs fois t extérieur moins hs fois t. Eh bien, cette partie-là, je vais la faire passer de l'autre côté. On a mc d de t sur dt plus hs fois la température qui est égal à hs tx. Mettons sous une forme ici classique, on divise tout par mc et mc. Et donc il me reste quoi? Il me reste d de t, la dérivée de la température par rapport au temps, qui est égal à, si j'écris bien c'est mieux, hs sur mc fois la température, qui est égal à hs sur mc fois la température de l'extérieur, la température du thermostat. On a donc établi une équation différentielle du premier ordre, puisqu'on a ici que des dérivées premières, qu'une seule dérivée première, avec second membre, puisque c'est égal ici à une constante, et puis ce terme-là, ici, qui va être 1 sur taux. On a établi l'équation différentielle. La dérivée première de la température par rapport au temps, d de t sur dt, plus 1 sur taux fois la température, est égale à la température extérieure sur taux. On rappelle la valeur de taux. Taux est égal à la masse fois la capacité calorifique massique petit t sur H, le coefficient de transfert, fois la surface de transfert. Passons maintenant à la résolution. C'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. On va commencer par la solution générale de l'équation sans second membre. Eh bien, on sait que la solution dans ce cas-là, elle est égale à une constante notée A fois exponentielle moins t sur taux. Passons à la solution particulière de mon équation, solution particulière avec second membre. Cette solution particulière, eh bien, elle est de dire que quand la température atteint sa valeur limite, la température devient une constante. Et si ça devient une constante, alors sa dérivée de la température par rapport au temps, elle est nulle. Du coup, si ce terme-là est nul dans mon équadif, ça me donne 0 plus 1 sur taux fois la température, qui est égale à la température extérieure du thermostat sur taux.
si et seulement si, eh bien, mon équation, ma solution particulière, c'est t égale tx. On rassemble les deux maintenant. On rassemble la solution particulière ici et la solution générale. On a T, la fonction de la température en fonction du temps, pardon, qui est égale à Tx plus une constante que l'on doit déterminer fois exponentielle moins T sur taux. Pour déterminer à quoi est égale cette constante ici, on se place dans les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est que la température à T égale 0, c'est la température initiale du système que l'on a appelée T0. Et donc du coup, à T égale T0, eh bien, à T égale 0, on a Tx plus A exponentielle moins 0 sur taux. Ça, exponentielle de 0, ça vaut 1. Du coup, ça veut dire que l'on a T0 qui est égal à Tx plus cette fameuse constante A que l'on cherche à déterminer. Donc, T0 moins Tx, c'est égal à A. Allez, rassemblons ce que l'on a écrit jusqu'à présent. On établit ainsi l'équation de refroidissement de la température en fonction du temps, c'est la température extérieure, plus la différence de température entre la température initiale moins la température extérieure, fois exponentielle moins T sur taux. On rappelle la valeur du temps caractéristique taux juste à côté, c'est MC sur H fois S. H, on le rappelle, c'est le coefficient de transfert thermique, on en parle tout de suite. Et à partir de cette équation modèle, eh bien, on peut essayer de modéliser nos résultats d'expérience. Ici, sur la première courbe, en rouge, l'expérience qui a été réalisée dans l'air. Il y a dans l'air un faible coefficient d'échange, donc le temps caractéristique taux est grand. On a pris ici un temps, on l'a estimé à 18 minutes. On a donc cette équation pour l'expérience dans l'air. À la différence de l'expérience qui a été réalisée dans l'eau glacée, où là on a un contact direct, donc plus de phénomènes de conduction, et ainsi on peut estimer que le coefficient de transfert est beaucoup plus grand. On a un temps caractéristique ainsi beaucoup plus faible, et donc une décroissance beaucoup plus rapide.